Et on parle ce matin de cette décision fixant les valeurs imposables minimales applicables à l'importation de certaines marchandises au Cameroun. Décision signée le 24 avril dernier par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. On va dire que les chiffres qu'on peut y lire sont tout à fait vertigineux. D'abord, l'huile de palme à 750 francs CFA le kilogramme, pâte alimentaire à 650 francs CFA le kilogramme, les poissons congelés à 500 francs CFA par kilogramme, la farine à 340 000 francs CFA par tonne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces tarifs s'adossent à cette loi de finances numéro 2018/022 du 11 décembre 2019 fixant donc loi des finances 2019, valeur imposable minimale CAF, donc coûts, assurance et fret. Désormais, les importateurs crient au scandale. Ils sont inquiets quant à ce qui pourra se passer et l'augmentation vertigineuse des prix dans les semaines qui vont arriver. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir d'achat et le coût de la vie est ainsi menacé parce que on a donc pris l'option de la cherté de la vie, alors qu'en 2008, le chef de l'État avait décidé par décret d'exonérer ces taxes-là sur certains produits d'importation. Désormais, le ministre des Finances prend une décision pour le voir rectifier ce décret, ce qui est un tout petit peu quand même curieux, puisqu'on sait qu'il y a ce qui existe comme étant la hiérarchie des normes juridiques. Comment une décision peut venir contredire un décret? Toutes ces questions sont posées par les juristes, mais aussi les économistes qui s'inquiètent de tout cela, même si dans le fond, dans l'esprit, dans la lettre, on peut penser que là, il s'agit de décourager l'importation pour promouvoir la production locale. Madame, monsieur, nous sommes le mardi 30 avril 2019, 10-12, le Zénith, comme chaque matin. Bonjour et merci infiniment de nous renouveler votre confiance. Monsieur Bachou Chalamel est avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier au président de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Excusez-moi, je m'y perds. À l'issue d'un colloque de 2 jours organisé au Mont Fébé, ils ont arrêté 3 thèmes qu'ils ont décidé de proposer au chef de l'État. Grosse incongruité. Ils demandent qu'on interdise désormais et qu'on retire du vocabulaire des Camerounais l'emploi de francophones et anglophones. Source de division, mais qu'on parle plutôt de Camerounais. Que va-t-il dire de Bamileke, de Aoussa et de Tom? Point d'interrogation. Deuxième grosse incongruité, il propose au chef de l'État la création d'un ministère. Le ministère de la vie en commun et du multiculturalisme. Vraiment, on aura tout entendu dans ce pays, mais ça encore c'est zéro. Troisième proposition au chef de l'État, c'est la création d'une journée nationale du vivre ensemble. Vraiment. Vous avez fouillé pendant 2 jours. Ce n'est que ça que vous avez trouvé. Allez encore au Québec. Voilà, on va évidemment rappeler que Chalamel Bachou va nous retrouver à 10h30 pour sa colère. Également sur le plateau ce matin, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Et bonjour à nos chers fidèles téléspectateurs. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, nous parlerons une fois de plus de cette information qui fait le buzz, notamment à travers le retrait des passeports, avec le cas de Longuet également, qui continue de faire buzz et d'alimenter pas mal de commentaires sur la toile. On en parle justement pour s'interroger justement au cœur même de ces passeports qui sont constamment retirés, etc. et tout. Donc on reviendra justement sur le cas de Longuet. Que se passe-t-il véritablement? Et puis d'autres informations en complément pour parler également de politique, surtout de la ville de Bafoussam avec les citoyens de ce côté qui craignent un peu le pire avec une certaine présence sécessionniste. On en parle parce que ça fait beaucoup de buzz en tout cas sur la toile pour ce mardi, Eric Fopoussi. D'accord, c'est très grave ce qui se passe à Bafoussam puisque il y a cette demande de contribution à l'effort de guerre qu'on impose à ces populations, ce qui est inacceptable. Donc on va tout faire pour que l'État du Cameroun puisse mettre la main sur ces personnes qui réussissent à distribuer les tracts sans que l'on ne puisse être au courant de quelque chose. Et puis il y a le passeport de Longuet. Ça nous permet évidemment de revenir sur cette émission à succès grand public dimanche avec vous, où Longuet a, comme on le dit trivialement, fait le buzz et il a dit des choses
cause, et précisément ce retrait de passeport, mais davantage la torture dont il aurait fait l'objet. On va dire qu'il a clairement dit qu'il a été fouetté et qu'il a même pissé du sang dans un pays comme le Cameroun. On s'étonne que jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'en soit offusqué. En tout cas, votre émission fera le travail. On va s'offusquer de cela. On ne peut pas accepter qu'en 2019, on puisse accepter cela, qu'on puisse admettre qu'une personne soit torturée de manière aussi ignoble et qu'on ne s'en indigne pas. Ça ressemble à la sclérose, ça ressemble au cerveau sclérosé, ça ressemble au syndrome de Stockholm. On ne peut pas accepter, que les gens acceptent que l'on soit torturé sans qu'il y ait de conséquences. Également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le mois d'avril 2019 est terminé. La grande résolution prise au conseil de cabinet du jeudi dernier a été de trouver les stratégies pour baisser le coût de l'eau, l'électricité et du gaz. On a dit à l'immeuble Étoile que ce sera pour booster l'économie. Pour booster l'économie. On attend toujours ces mesures. Est-ce qu'on a baissé le coût d'eau, d'électricité et du gaz? On attend. Pour le moment, je ne sais pas. Comme disait Charles Hamel à l'entame, on dit des choses maintenant. Le Premier ministre va-t-il attendre le mois de mai pour sortir le décret qui va baisser le coût? On verra bien. Merci. C'est déjà une bonne chose de penser à ça. Mais il faudrait qu'on entre dans l'applicabilité de ces mesures-là. Alors, on va lancer l'émission de ce matin, Madame, Messieurs, avec la première articulation. Voici l'histoire du jour. Voici Karine Santia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à tous les téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Ce matin, on s'intéresse à un problème foncier, c'est-à-dire que celui qui nous a raconté ses déboires s'appelle Jules et il habite à Berthois. Donc il nous a écrit via notre compte Facebook que vous pouvez aussi utiliser pour nous raconter toutes vos histoires, pour nous souligner son problème. Alors Jules habite à Berthois depuis plusieurs années et il a plusieurs espaces de terre là-bas. Et il a décidé de s'en procurer encore un autre. Et vous savez très bien que ce sont des questions qui sont aussi souvent administratives. Et arrivé sur le terrain, il fallait, je sais pas comment on appelle ça, il fallait le cadastre et tout ce qui va avec. Il fallait borner le terrain. Il a donc fait venir, en fait le sous-préfet de la localité, si je ne me trompe pas, le sous-préfet selon ce qu'il a dit. Et arrivé sur le terrain, on a borné le terrain, mais il y a eu un problème qui s'est posé. Et Jules n'a pas compris comment est-ce que c'est arrivé. Et il a été tout de suite giflé par l'autorité administrative qui était sur place. Mais Jules et sa femme étaient présentes en présence de sa femme. Il s'est senti tellement humilié, il n'a pas su quoi faire sur le coup, mais après, il est allé porter plainte dans un commissariat de la place et tout le monde l'a rejeté. Non, vous ne pouvez pas porter plainte contre le sous-préfet, ici c'est Dieu, machin et tout. Et donc Jules jusqu'aujourd'hui n'a pas pu porter plainte et il n'a pas encore pu essuyer cette indignation, cette humiliation qu'il a vécue face à sa femme. Et il a peur que sa femme le voie comme un moins que rien jusqu'aujourd'hui. Jusqu'où, il se demande jusqu'où est-ce qu'on va aller avec ces abus sur des civils, jusqu'où est-ce que l'autorité va montrer sa suprématie sur les citoyens lambda que lui, il est. Alors il aimerait que vous à la maison, est-ce que vous avez déjà vécu une situation pareille? Est-ce que vous avez déjà été confronté à une autorité de la place, je sais pas, de la sécurité ou bien administrative, à laquelle vous n'avez pas pu avoir une riposte? Est-ce que vous avez déjà pu porter plainte contre une autorité et avoir gain à la fin? C'est à vous de participer à la maison. D'accord. En tout cas, c'est... Bon, je pensais que j'étais certain que c'était un litige foncier, mais bon, enfin bref. On va dire que là, il s'agit d'un abus de pouvoir d'un agent de l'État, parce qu'il faut dire que lorsque l'agent de l'État vous gifle, par exemple, il porte atteinte à votre intégrité physique. Alors, en droit, il y a
ce recours préalable gracieux qui est imposé pour arranger ce problème-là. C'est lorsque ce n'est pas fait qu'on peut aller au-dessus. Bon, je ne sais pas si cet acte peut rentrer dans le cadre des abus de pouvoir, parce qu'il y a quand même, c'est quand même précis. L'abus de pouvoir est parfois sur des actes qui sont pris, signés par l'autorité elle-même. Maintenant, il s'agit d'une dégradation physique, de l'intégrité physique de l'individu. Il faut bien voir à quel niveau tout cela peut se passer. Mais il faut dire aussi que rares sont les personnes qui lèvent la tête face à ce type de situation. Mais Chalamel, je commence par vous. Comment vous appréciez cette histoire? Deux choses, monsieur Eric Fopoussi. La première, c'est le pouvoir du décret. Voilà quelqu'un qui a eu un décret de 13 heures ou de 17 heures parce que tous vivent au rythme du décret. Et du décret, il se retrouve donc à être nanti d'un pouvoir, à lui investi par le chef de l'État. Il se retrouve à se retrouver face à une situation dans laquelle il a pris parti. Ça, il faut le dire, il a déjà pris parti. Parce que d'où vient-il qu'une autorité lève la main, fut-elle sous-préfet, cette autorité, lève la main pour gifler une personne? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, l'autorité. Et lorsqu'on installe les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, la première mention dit, vous avez le pouvoir. Vous avez trop de pouvoir, mais utilisez peu. Sinon, pas du tout. Composez avec les collectivités, discutez, respectez-les. Vous avez le pouvoir. Donc, ce n'est pas une scène hasardeuse, monsieur, il faut possible. Ils sont nombreux les Camerounais. Ils sont nombreux les Camerounais qui sont victimes de ces coups, de ces abus d'autorité. Ça, c'est très important. Et je tire un coup de chapeau à ce monsieur qui a pris la peine de dire que voilà, monsieur, vous savez ce que ça fait de vous retrouver giflé devant votre femme? À vous faire mépriser devant votre femme, monsieur, il faut possible. Mais c'est votre culotte que vous avez portée à l'envers. C'est votre culotte que vous avez portée à l'envers. Non, mais elle peut non, monsieur, il faut elle peut vous défendre. Hein. Quelle femme? C'est votre culotte que vous avez portée à l'envers, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Ce n'est pas que l'envie de riposter manque, mais vous savez qu'ils ont le pouvoir du décret, lui confère un garde à vue administratif, on peut vous faire garder parce que vous avez touché le sous-préfet, ça peut se retourner contre vous parce que tous ceux qui sont présents ne vont pas aider à la défaveur, ne vont pas aller témoigner à la défaveur du sous-préfet, c'est vous qui allez vous retrouver dans des problèmes. Mais non, monsieur, il faut pousser. On a vu des gens, à des moments, dans des carrefours, sortir parfois l'arme. Parce qu'il est X, parce qu'il est Y, vous avez telle situation, il sort l'arme et surtout, est-ce que vous savez qu'il y a certaines réunions de famille, même où lorsque des gens siègent, parce que vous avez un frère X ou Y qui est dans l'armée, il sort l'arme, il pose, personne ne parle plus. Mais je pense qu'il est temps qu'on s'intéresse un peu à cela dans ce pays et qu'on essaie de mettre chacun à sa place. Est-ce que c'est parce que je suis un X ou je suis un Y que je dois me retrouver à porter même le sous-préfet des droits? Il peut porter plainte. S'il se sent, je ne sais pas moi, ridiculisé, s'il estime que l'autre a allé plus, il peut se constituer, lui-même parti, il va se plaindre. Alors d'où vient-il que cette société, et ça c'est l'exemple du Cameroun, nous ne vivons qu'à cela. Est-ce que tu sais qui je suis? Monsieur, vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous pouvez répéter ça devant les gens tout à l'heure? Ne bougez pas, monsieur, il prend le téléphone. Allô? Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Une république d'influence. Une république où le trafic d'influence est devenu monnaie courante. Vous ne pouvez rien faire sans trafic d'influence. On arrive dans un établissement, vous avez pris le téléphone de ma fille, pourquoi? Vous savez qui je suis? Madame, on va vous affecter. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Et je crois que cela montre à suffisance la crispation, le problème, la frustration que les Camerounais traversent aujourd'hui, monsieur Eric Fopoussi. Les Camerounais traversent une frustration terrible, même en entreprise. Même en entreprise, pour un peu comme quelqu'un a le pouvoir, mais mon Dieu, vous ne respirez plus, monsieur Eric Fopoussi. Donc, il faut dire que ça, c'est un vécu, c'est le vécu d'un Camerounais. Vous vous rendez compte? Aucun commissariat, aucun enquêteur ne veut enregistrer la plainte parce qu'on porte plainte au sous-préfet. On dit c'est un Dieu. Attendez, on est où, monsieur Eric Fopoussi? Personne ne veut prendre la plainte parce que c'est le sous-préfet. Parce que c'est le sous-préfet. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point les officiers, les gardiens de paix et tout, chacun dit je ne peux pas. C'est mon patron. Alors la personne sera appelée à porter plainte chez qui? La personne sera portée plainte, aller demander justice ou à l'église?
Chez le prêtre. Allez-vous chez Dieu pour dire c'est Dieu. Comment on voit c'est Dieu qui va te payer. C'est Dieu. Tout le mal que vous faites, c'est Dieu. Il va descendre du ciel comme ça. Alors, il y a quand même quelque chose qui est quand même intéressant à souligner, c'est que dans une configuration comme celle-ci, est-ce qu'on peut penser que le tribunal administratif soit compétent pour connaître de cette affaire? Parce que j'ai le sentiment, comme c'est un acte qui a été posé et que ce n'est pas une décision signée de la part du sous-préfet, j'ai le sentiment que voilà, il y a quelque chose qui est précisé sur ce point-là. Non, ce n'est pas le tribunal administratif, ce sont les tribunaux ordinaires, correctionnels, le tribunal de première instance. C'est même pour cette raison que l'organigramme de la République prévoit qu'il y ait un tribunal de première instance dans chaque arrondissement. Oui. C'est également parce que, comme répétait Charles Hamel tout à l'heure, il y a cette incongruité qu'il y a dans des actes administratifs. Le sous-préfet, quand le préfet ou le gouverneur, quand on les installe, on leur dit exactement ce qu'il a dit, vous avez, mais utilisez peu. Mais quand on veut l'installer, la dernière phrase que le préfet, parce qu'il s'agit du sous-préfet ici, que le gouverneur qui vient l'installer, il va dire, monsieur le sous-préfet, prenez le commandement. Prenez le commandement. Et cette dérive a amené les populations à adopter des déviances, du genre le chef de terre. Il est même devenu le chef des terrains. Donc, voilà des déviances en déviances. Et comme la loi dit que c'est lui qui est le président de la commission consultative de délivrance des titres fonciers, vous savez donc que vous ne pouvez que passer par lui. Quel rapport va-t-il faire? Est-ce qu'il va dire que là où il est en train de vouloir faire un procès verbal, ce lopin de terre a été mis en valeur à partir de quelle date? Puisqu'il est souvent accompagné de délégués d'arrondissement, de l'agriculture, de tel, des ministères concernés, pour envoyer son rapport. Vous voyez, c'est ça l'embarras. Et il peut mobiliser le commandant de brigade. Moi, le commandant de brigade est là. Pour lui, le chef de l'unité de sécurité qui est là, généralement, ce ne sont pas encore des commissaires, mais ils sont là pour lui. Donc, vous voyez l'embarras dans lequel se trouve. Ça veut dire qu'en fait, pour ces problèmes d'humeur, il porte plainte, il faut qu'il porte plainte. Maintenant, il aura du mal à trouver un témoin. Puisque tous les personnalités qui sont là sont sous ce commandement. Voilà. Maintenant, est-ce que les simples membres de la population peuvent aller témoigner au tribunal que oui, la plainte de tel contre le sous-préfet, j'ai vu, il a giflé. Et quand il a giflé, ça va, c'est compliqué. Donc, en réalité, ça revient à parler des incongruités même de la République. Comment le sous-préfet, qui est le délégué d'arrondissement du ministère de l'administration territoriale, est le représentant du président de la République à ce moment? C'est une incongruité. Si je suis président de la République demain, c'est des choses que je commence à enlever. Donc le préfet également, et le gouverneur au niveau de la région. Quand on nomme les délégués régionaux des autres ministères, on attend que le gouverneur vienne les installer. Pour quelle raison? C'est une incongruité. Donc le sous-préfet n'est pas directement rattaché à la présidence de la République. Mais pourquoi on lui donne les tâches du président de la République? C'est des incongruités que nous devons réaménager dans notre société. Mais pour le moment, je dirais à ce monsieur de laisser passer. De laisser passer, c'est-à-dire le sous-préfet aura sa honte. C'est sûr qu'en les déplaçant, tout ce staff-là, les délégués d'agriculture, de ceci, de cela, il a payé parce qu'ils ont souvent leur carburant, alors que j'allais dire, il n'y a rien, il n'y a pas de frais à payer, mais on paye toujours. Bon, il a payé, il a même fait un repas copieux, il les donne, il les laisse manger, et ça n'a pas embarrassé le sous-préfet qui sera dans une situation compliquée. Généralement, oui, il doit laisser. Voilà. Il doit laisser, mais des abus pareils doivent être corrigés. Imaginez alors que l'homme était épidémique, ça aurait donné quoi? Mais justement, là, ça aurait embarrassé, il l'aurait aussi rendu. Il l'aurait rendu.
Mais l'homme serait en garde à vue. Voilà, moi, si je suis là. Au trou. Oui, absolument. On dit agression. On va même dire que le sous-préfet était en train de vouloir regarder les levées topographiques de tel et il est sorti du buisson. Alors, voilà, et tout. Et comme ça se passe à l'est, on va lui accoler les anti-séléka ou les anti-balles. On va dire que c'est sûr que d'abord le sous-préfet avait l'information depuis 3 mois qu'il était en connivence avec les anti-balaka. Voilà. Mais à ce moment-là, c'est là où le tribunal coutumier vient. Moi, vous me faites ça, je ne vous réponds pas. Je vous dis, monsieur le sous-préfet, vous avez 3 jours pour venir me demander. Je m'attendais à... Si je ne viens pas demander pardon, tant pis. Tant pis. Donc, et là, ce genre de sentence est même plus véhiculé que ce qui se passe au tribunal. Là, on va dire que, oh, il a giflé Bombo. Bombo lui a donné 3 jours pour demander pardon. On attend. Voilà. Passé 3 jours, 4e jour, je dis, ce n'est plus recevable. Vous attendez les sanctions. Et les sanctions vont tomber. De quelle manière, c'est moi qui vais choisir les sanctions à ce moment-là. Voilà, très bien, c'est compris. Alors, Florazé. Oui, Erifo, c'est très triste. Vous savez, dans cette histoire, il n'y a que des Camerounais comme vous, dis-moi, qui peuvent ressentir ce qu'on appelle trafic d'influence, le manque de justice sociale. Cette histoire, j'ai mon voisin très proche également qui m'avait conté la même histoire à Bafon. Il a perdu donc sa mère où il avait été adopté, etc. Et tout. Et puis, son grand-père, lui avait légué un terrain. Et pratiquement, le terrain doit être au niveau de la route. Donc, c'est quand même, c'est en vue. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire une activité, d'avoir une belle bâtisse et tout. Donc, c'est vraiment un endroit propice. Donc, quand il a décidé de rentrer au village pour s'installer et tout, les problèmes ont commencé. Je dis, c'est pratique, c'est la photocopie intégrale de l'histoire qui m'a été contée par mon voisin. Et comme on a dit, on était obligé de dire, laisse tomber. Parce qu'il y a le chef du village qui était contre lui, le sous-préfet qui était contre lui, pas tout le monde dit, vraiment, tu es un jeune, tu n'as que nanina, voilà, laisse tomber, etc. Content de ce qu'on va te donner et va faire ta vie. C'est ça. Donc, notre cher ami dans cette histoire n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Ils sont nombreux qui vivent ce genre d'incongruité. C'est-à-dire qu'il y a que j'ai envie de dire qu'il faut prier. Prions pour qu'un jour, ce système soit... Oui, prions aussi, parce que... prions aussi. Non, excusez-moi. C'est pour ça qu'on a construit une cathédrale de 2000. Il y aura toujours des... Alors, je peux vous dire que même pour prier au Cameroun, on vote parce que c'est un gars qu'on a construit là-bas et pas une cathédrale. Les gars ont réussi à voler l'argent. Vous voyez comment on a chuté avec le... Il faut prier, mais quelle prière? Quand il enterrait sa grand-mère, je vous donne donc le genre de prière qu'il faut prier. Ce n'est pas à Jésus via Marie. C'est que quand il enterrait sa maman, il l'avait adoptée, il avait dit, maman, que la terre de nos ancêtres soit légère. C'est donc là où tu fais la prière. Tu dis, maman, toi qui m'as donné ce terrain. Papa qui est parti. Voilà un sous-préfet qui ne connaît même pas les limites, qui ne connaît même pas l'arbre généalogique de notre famille. Oui. Vous qui êtes là-bas, vous avez vu. Demandez à Dieu qu'il ne soit pas ainsi. Voilà, c'est ce genre de prière qu'il faut faire. Amen. Donc aux ancêtres. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui peut bien vous amener chez vous, comme sur la terre de vos ancêtres? C'est une terre, c'est quelque chose, un patrimoine qui vous appartient. Beaucoup ne restent pas en ville, dans les zones urbaines et autres, parce qu'ils veulent. C'est parce que justement, il y a ce trafic d'influence qui est exercé à grande échelle dans nos communautés. Oui. Où les Camerounais ne sont pas en sécurité. On t'arrache une terre comme ça et puis on te dit vraiment reste tranquille et tout. Et en complicité souvent avec la communauté, le chef du village, lui, on dit vraiment laisse tomber, quand on t'a des 100 000 qu'on t'a donné là. Et fou le camp. Florazé, vous avez des amis sous-préfets? Tu me regardes. Non, mais vous passez le temps, vous les ménagez très bien. Elle est chrétienne, elle a l'attitude chrétienne. C'est très triste. Comment c'est normal qu'un... Ce n'est pas normal, je le décris. Sous-préfet de gifler quelqu'un. Vraiment. Je dis ce n'est pas normal. Certaines choses. Je dis ce n'est pas normal, mais que faut-il faire? C'est ça la véritable question. Je vous dis qu'il y a des Camerounais qui vivent cette situation tous les... Je connaissais mon voisin le plus proche qui m'a accosté, qui m'a
qui m'a raconté son histoire a été grave. Avait-il été giflé? Mais non, mais il a été... Vous croyez qu'une gifle, je vais dire une baston... Puisque lui-même, c'est souvent... on a arraché le terrain qu'il voulait. Mais attends, et il est tout seul. Dès que sa maman est décédée, il est tout seul. Donc, il n'avait plus personne pour le défendre. Donc, il est dans un système qui n'arrive pas à le défendre. Et justement, même là, le chef du village, tout, il a perdu son terrain. Il a perdu tout ce qui lui restait. Il a perdu ce terrain. Non, pour combien on dit, bon, prends les 5 000 francs. Monsieur tu ne dis plus rien. Attention. Okay. J'ai assisté à une scène. Oui. J'ai assisté à une scène, une malheureuse scène. C'est des gens qui étaient assis dans un bar. Ils consommaient. Il y a eu ils buvaient avec des forces de défense, des militaires. Alors, je ne sais pas si c'est un verre de trop ou quoi. Le militaire s'est levé. Le monsieur buvait avec sa femme. Il s'est levé. Il a commencé à frapper sur un enfant. Le monsieur se lève pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il a botté le monsieur. Alors, le monsieur s'est bien pleuré à un niveau. Ça fait mal à tout le monde. Oui. On dit non, 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 vraiment, c'est un homme entêté, tu ne peux pas. Donc, écoutez, vous mettre à la place de la personne qui vit ça en ce moment pour dire, on vous dit, vous pouvez vous défendre, mais vous n'avez pas le droit de vous défendre. Monsieur Rifopoussi. Oui. Lorsque vous regardez les deux supérieurs, en termes de supériorité, vraiment, ils pouvaient poser. On dit, vous ne pouvez pas. Non, c'est un homme. On va dire que tu as frappé sur un homme entêté. Non, on va dire que. On le voit généralement, même sur les axes routiers, monsieur Rifopoussi. Oui. Non, on le voit, c'est le malheur du Cameroun. Oui. Rappelez-vous qu'à une certaine époque, notamment à l'époque d'Aïdio, on ne voyait pas des hommes en tenue dehors. J'avais jamais vu un militaire se balader ou s'asseoir ou consommer une bière. Jamais, monsieur Rifopoussi. Ils étaient dans les casernes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être ça à tort ou à raison, on les voit dehors, on les voit, non, on les voit partout. On les voit, non. Alors, moi, j'aimerais juste mauvaise dire graine, quelque chose. hein, J'aimerais juste dire quelque chose. Alors, il me semble que ceux qui font les arts martiaux ont parfois dans leur apprentissage l'art de la retenue, parce que vous voyez parfois un homme karatéka, ceinture 5, ceinture noire, 8 dan, qui se fait tabasser mais reste tranquille. Il garde son calme. Il me semble que là-bas aussi... Il sait que son coup peut être mortel. Il sait que son réplique peut être mortel. Oui, il sait que son réplique peut être mortelle. Et oui, je pense aussi qu'il y a de ça qu'il faut aussi apprendre à ceux qui ont le pouvoir de ne pas en abuser. Comme l'a dit Boro Bengal. Est-ce qu'on apprend à l'ENAM? Est-ce qu'on apprend ça à l'ENAM? On apprend ça à l'ENAM? Avant de savoir se retenir, monsieur Rifopoussi. Non, mais oui, mais quand on dirige les personnes, on a vu dans cette même ville de Douala, certains préfets, certains sous-préfets descendent sur le terrain prier. Les manches que tu veux venir, viens. Il dit, je vais te gagner, même si je vais te gagner sur tous les plans. Non, il y a des gens qui sont conçus pour dominer et abuser. Mais quelle est la réplique? Qu'est-ce que les textes ont prévu? C'est la question qu'il faut se poser. Non. Quand vous êtes dans une commune, peut-être le gars là, il a Kenzu. Il est peut-être en Diam, il a Tokto, vous ne savez pas. Ou là, Ouli ou Kete, un village, un arrondissement perdu sur la terre. Prenons un exemple comme ça. Où on lui dit que le commissaire dit que tu veux porter plainte à Dieu. Qui va recevoir ça? Moi? Pourquoi on écrive contre moi, mon cher va? Alors imaginez-le. On pouvait même récupérer, ne serait-ce que récupérer la plainte et la fourrer derrière, ce qui se serait un peu calmé, il serait un peu posé, mais on refuse de récupérer. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y a des endroits où vous avez des litiges, vous avez un litige avec quelqu'un, vous portez plainte à l'individu, pas à la fonction. Je dis à l'individu, ce n'est pas à la fonction. Vous portez plainte à l'individu, on vous dit non, c'est irrecevable, c'est le fils de tel, non, c'est la famille telle, non, on ne peut pas s'attaquer. Mais voilà cette république, on est dans la république des intouchables, monsieur Rifopoussi. Oui, et d'ailleurs, je préfère prendre cet exemple de la Bible, Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Vous vous souvenez? Je ne suis pas membre. C'est pas à vous que je m'adresse, ça la belle, désolé. C'est pas à vous que je m'adresse. Donc, il semble que les disciples discutaient la place de chef et Jésus leur a dit non, si vous voulez être chef, vous devez être le serviteur, vous devez justement être celui qui est au service des autres et non celui dont on sert. Donc, ce sont des valeurs qui sont également retrouvées dans la Bible et qui peuvent aussi servir à tous ceux qui ont le pouvoir. Vous voulez être numéro 1, soyez donc dans le service des autres, apportez votre service. C'est même pour ça que Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur montrer l'exemple. Pour leur montrer. Non, mais c'est l'image qui compte. C'est l'image qui compte. Je veux dire, à un moment donné, quand même, c'est l'humilité, c'est cette humilité qu'il faut aussi avoir lorsqu'on a le pouvoir. Et vous avez dit tout à l'heure, est-ce que les noms, on apprend ça aux gens? Mais
c'est quand même une incongruité. Si on a des personnes à qui on confère de si grands pouvoirs, ils sont le patron de l'arrondissement et le patron de tout le monde, on doit aussi leur apprendre à un moment donné la pondérance, le self-control, la maîtrise de soi. La justice. Sinon, certaines personnes vont aller dans les arrondissements et foutre la mettre partout. C'est ça aussi qui est important. Pour ceux qui veulent président de la République, par exemple, les candidats, on leur apprend, ils ont des coachs qui leur apprennent comment gérer le pouvoir, comment avoir une attitude pondérée. D'ailleurs, je me souviens, il y a 2 jours, un monsieur a écrit sur Facebook que si au Cameroun, on avait certaines personnes qui avaient, on peut tout reprocher à Paul Biya, mais que si au Cameroun, il y a des personnes qui, si c'était à la place du président Paul Biya, il tuerait tout le monde. Parce que quand on voit comment ils réagissent avec une telle intolérance face à certaines situations, c'est vrai que c'est on s'interroge quand même ce qu'il ferait. L'occasion de penser. Est-ce que le chef de l'État livre vraiment? C'est plus ailleurs qu'on écrit après son poste. Vous imaginez un président qui a autant de pouvoir, il pourrait zigouer tout le monde, mais il garde son self-control. Donc c'est ça qui est important de montrer à ces sous-préfets-là, parce qu'il veut être calife plus que le roi. Il faut avoir la pondérance. Alors, Karine, sur cette histoire. Je pense que si ce sous-préfet avait été devant un monsieur qui était avec son enfant, c'est-à-dire qui était sorti de la maison avec son enfant, il aurait fait pareil. Et devant sa femme, même parfois, on peut pardonner. On peut dire que c'est ma femme, elle peut garder ça entre nous. Mais devant l'enfant le dira à ses amis. À la moindre elle va te dire que quand tu as giflé devant moi, tu as fait quoi? Si vous avez ce genre de femme, si vous êtes assis au salon et que vous écoutez votre enfant dire il y a un papa là qui a giflé mon père l'autre jour. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, à la maison? Parce que ce que l'enfant sait, c'est l'action. Il ne sait pas qui. C'est ça, en fait. C'est une grande humiliation pour un homme de se faire gifler ou encore abuser par un autre homme. Il y a des maisons où le bandit arrive et il demande à tout le monde de se coucher. Il passe à tabac. Je me dis, c'est autre chose. Non, mais c'est différent parce que le bandit a une arme. L'enfant sait quand même que le bandit est un méchant. Là, c'est un enfant qui est proche de vous. Devant un sous-préfet qui est un homme comme vous, mais vous ne réagissez pas. C'est devant tout le monde. Devant tout le monde. Non, mais non, ce que vous. Et en plein jour, c'est pas de la nuit. Vous savez que tous les enfants voient en leur père l'image d'un héros, d'une personne infaillible. Ça là, ne sont pas il ne peut pas. Et ce qui est même encore plus grave, c'est le fait que lorsque vous êtes dans une situation, la première chose qui vous vient en tête, c'est qu'est-ce que je fais? D'accord. Mais tout autour de vous, tout le monde vous dit ne faites rien. Vous vous sentez impuissant face à. C'est comme quand tu marches dans la rue, quelqu'un te gifle, tu n'arrives pas à riposter. C'est comme si on attachait tes bras. Tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire. Parce que la personne qui est devant toi... Non, c'est pas une affaire de self-control. C'est parce que tu sais que la personne qui est devant toi peut ne pas simplifier cette affaire. C'est-à-dire que tu pars quand même porter plainte. Il perd même devant la justice, mais tu ne dors plus la nuit. Mais le truc, c'est que le commandant même de brigade dit que j'étais là, mon frère, mais je ne peux pas t'aider. Moi, ça m'a fait mal. Tu es impuissant. La loi ne peut pas t'aider. Ok, terminons là. On va lire quelques messages, Flora Zé, avec nos téléspectateurs ce matin. Oui, il y a Gislain à Yaoundé, un clin d'œil à toute la population de ce côté. Il dit qu'il a vécu une histoire similaire avec un sous-préfet de la ville d'Ambomban qui a égaré ça à ma carte, ma CNI et m'a mis en garde à vue. Voilà. Il ne faut pas laisser tomber, car on exagère dans ce pays. Moi, j'ai porté plainte contre une autorité et j'ai gagné le procès grâce à la prière. C'est un pauvre orpheline que je suis. Non, porter plainte sur un acte, n'est-ce pas? Parce qu'il faut aussi, il faut faire la distinction. Vous savez qu'il y a des actes qui sont signés par le sous-préfet qui peuvent faire l'objet d'une poursuite auprès du tribunal administratif, militaire. Et là, il y a la preuve que l'acte a été signé. Donc, il n'y a pas de problème. Là, c'est qu'il y a une action qui a été posée par le sous-préfet devant des gens. On vous a frappé. Il faut apporter la preuve qu'effectivement, il vous a... Absolument. Comment vous faites? Comment on fait ça? Vous appelez des gens...
qui va définir si oui ou non vous aurez votre titre foncier. Même votre propre patron, C'est pas un découragement. Et puis, vous pouvez gagner en plus. j'entends des gens dire qu'on gagne parfois des procès face à l'État. Ça, c'est vrai, on gagne des procès face à l'État. Mais est-ce que c'est une chose qui est habituelle au Cameroun? Il faut qu'on se pose la question, parce qu'on voit très bien des gens qui instrumentalisent la justice parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils vont payer, parce qu'ils vont faire ci et ça pour influer la décision finale. Monsieur, il faut pousser. Je connais des gens qui vont dire que, à peine même la main serait partie, qu'il aurait été le premier à gifler le sous-préfet. Oui. Il va le faire, quitte à ce qu'on le garde. Il sait qu'on va le garder, même si c'est 2 mois, 3 mois, on va le garder, mais on va le libérer. Mais il aura rendu. Il y a des gens courageux, il y a des gens qui ont s'élevé, il va dire, je préfère tout payer, perdre là, mais mon honneur, vous ne pouvez pas m'enlever mon honneur. Là. Et je peux aussi vous dire que le revers de la médaille est tout à fait conséquent, parce que il y a des gens au Cameroun qui ont les moyens, qui ont des parapluies, des goudasses, qui peuvent, un sous peut faire ça chez lui, tu le gifles comme ça, il te rend, et il te fait sortir de ton poste. Au Cameroun. Mais là, il faudrait que ce soit mesuré un peu de faire. C'est que là, c'est comme si le préfet connaît à qui faire ça. Non, il peut même le faire sans le savoir. Sans le savoir, oui. Il y a des gens qui sont très simples. Très discret. Très discret. Vous faites ça, Là, et le puis bras long. le même soir, on vous enlève. Donc, il faut faire attention au Cameroun. On ne sait pas qui On sait que ça. On ne sait pas qui on ne sait pas qui est qui au Cameroun. Il est très petit comme ça. Il est même un gars très nonchalant, mais le même soir, là, on vous enlève. Donc, attention, oui, Florazé. Alain Gallet, depuis la retourne de Barreau, il réagit ce matin. Il dit qu'il a vu un individu se faire molester par un sous-préfet par le sous-préfet de Barreau. Visiblement, on n'aura pas de témoignage. Je l'ai vu que SMS, oui. Il faut savoir. Voilà, aussi. Voilà. C'est mieux de préciser aussi. Il dit qu'il Parce était qu'il peut nous faire un devenu. procès. Il y a un agent d'impôt dans la localité et imposait des taxes à payer. Voilà, lorsqu'on exerce une Donc, c'est le passé. C'est le passé. Tant mieux. Il parle à l'important. Il y a une semaine, un mois. Bon, autre réaction. Tel que le pays fonctionne, Jules devrait se rapprocher. Hein? Non, devrait pocher l'œil à... Attention, on va pas... Mais les autres, c'est... mais ce que dit tellement au Bengan est tout à fait clair. Hein. Mathieu a pas fait ça. Vous faites ça à un monsieur, vous passez la nuit aux toilettes. Hein. Oui, justement, il y a Daniel Assis qui est avec moi qui dit que moi, cet homme, vraiment, je m'en vais à la justice traditionnelle. C'est vrai. Et c'est réel. Dans ce pays, il y a des gens comme ça. Vous êtes même préfet ou bien n'importe quoi, même ministre. Vous lui faites quelque chose, il vous fait payer, il vous fait subir ça d'une autre manière. On a des gens avec des plaies inguérissables, des trucs bizarres sur le... Enfin, souvent, sans savoir oublier l'origine. Peut-être qu'on avait fait quelque chose à quelqu'un. Même votre descendance peut... Oui, il y a des gens qui peuvent prendre la malédiction. Votre descendance subit... Cette humiliation. Devant ma femme et les enfants. Tu vas péter le mec. Il me souvient, il me souvient une histoire avec un policier qui prenait, non pas les pièces, les pièces. Il a stoppé il a stoppé une voiture et le gars lui a remis une pièce. La pièce n'est jamais finie. Sa main. Oui. Il a tout fait. Il a cherché le monsieur qui remet la pièce. Il a pu trouver le monsieur. Donc c'est vous dire. C'est pas possible. C'est compliqué, oui. Alors, moi, je remettais, avant de découper la punition, c'est Tenfort qui a en fait, donc lui, il dit qu'il va... Non, il faut garder son calme et son contrôle. Voilà. C'est important. La plus belle chose, c'est de pouvoir avoir le pouvoir de quelque chose et de s'abstenir à l'utiliser. Monsieur, je comprends si dans cette situation, vous êtes face à un individu, non seulement qui vous a arnaqué, c'est-à-dire vous avez un individu qui vous a arnaqué, mais comme il a des moyens, il allait souder de droit pour venir et que vous êtes dans votre droit. Non seulement vous a arnaqué en premier et qu'on arrive encore à ce niveau, monsieur Eric Fopossima. Il y a de quoi sortir. Bon, je peux comprendre que dans cette histoire, les hommes souffrent. Il y a un orgueil qui a pris un coup, parce que tout son Médard dit que je réplique et très bien même. D'accord, merci. Les hommes sont devant femme et enfant. Devant les femmes, c'est... mais Florazé qui parle, monsieur Eric Fopossima, Florazé qui parle là. On gifle, elle va te dire, ouais, ça passe.
Vous rentrez à la maison, vous le prenez pour dire ah! Non, On a mis ta fille là-bas, ça va que tu veux parler ici. Moi d'abord là, On va s'arrêter là pour l'histoire. Ce matin. ah, mais c'est moi aussi. On ne sait pas la Vous vie. allez porter la bosse là sur votre dos toute votre vie. D'accord, très bien. Merci infiniment à tous. Madame, monsieur, on va tout de suite prendre la cola de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion du patrimoine des anciennes sociétés, mieux, des ex-sociétés de l'État camerounais liquidées. Qui a géré le patrimoine ou qui continue de gérer le patrimoine des ex-entreprises de l'État liquidées? Comment est-ce que les sociétés comme l'ex-ONCPB, Régie Faircam ou l'ONPC ont-elles été liquidées? Point d'interrogation. Quelle est la liste des personnalités ayant touché au patrimoine de certaines anciennes sociétés d'État liquidées? Autre point d'interrogation. Comment comprendre que depuis la liquidation de ces entreprises, la gestion de leur patrimoine ne cesse de faire l'objet de tripatouillages des plus scandaleux? Comment comprendre que ces liquidations aient été clôturées sans bilan crédible et que la gestion mafieuse de leurs actifs résiduels, qui s'évalue à des centaines de milliards de francs CFA, continue d'attiser toutes les convoitises des coquins et des copains de la haute administration publique au détriment des créanciers désespérés et du trésor public? Comment comprendre que plus de 10 ans après la liquidation de ces anciennes sociétés, les actifs soient éparpillés à travers le pays, faisant les bonnes affaires des pontes du régime? Comment comprendre le fait que des dizaines de locataires soient placés dans des bâtiments administratifs appartenant à ces entreprises liquidées? Première question, qui prend les loyers, comme on dit au quartier? Allez savoir. Comment comprendre ce Capharnaüm qui fait l'affaire de longues chaînes ou d'une longue chaîne de complicité et de profiteurs de l'immense patrimoine éparpillé sur le territoire national? Savez-vous qu'au terme de la liquidation de l'ONCPB, il y a une dizaine d'années, un inventaire de ces actifs résiduels faisait état de magasins, de terrains et d'immeubles non bâtis dans tous les bassins de production de café et de cacao. Dans le littoral, magasins et, il faut le dire, des terrains. Magasins, terrains, immeubles non bâtis. Dans le centre, le sud, l'est, littoral, ouest et sud-ouest. Que sont devenus ces bâtiments? À Douala, par exemple, on pouvait aussi compter entre autres immeubles la tour qui abritait la direction générale à Bonandio. On peut citer également 1000 hectares de terrain non bâtis dans le sud-ouest. Mais il y a aussi tous les immeubles qui n'ont pas été récupérés par la Camraille dans les gares de l'ancien tracé des chemins de fer, Douala-Konsamba et Douala-Yaoundé-Ngaoundéré. Une centaine d'immeubles bâtis et non bâtis, dont l'ancienne direction générale à Douala. Ce sont autant d'éléments du patrimoine identifiés comme faisant partie des actifs résiduels de l'ex-régie nationale des chemins de fer du Cameroun, Régie Faircam. Savez-vous que l'ex-office national des ports du Cameroun disposait de 2 gros immeubles d'une dizaine d'appartements dans le quartier Bepanda Omnisport de Douala, entourés de plusieurs hectares de terrain, sans compter qu'à l'issue de la réforme qui avait abouti à l'éclatement de l'ancien office national des ports du Cameroun en port autonome, l'État avait abandonné tous les actifs de l'office à Garoua et à Tico. Qui a pris et qui gère ces terrains et ces immeubles? Savez-vous que l'ONCPB était propriétaire
d'un terrain de 4 hectares dans la zone de Mbopi, à Douala. Aujourd'hui, il ne reste que 1500 mètres carrés. Comment s'est passée l'aliénation? Allez savoir. Plusieurs terrains bâtis et non bâtis sont sortis du patrimoine de l'ONCPB. Qui a vendu? Le tronçon ferroviaire Mbalmayo-Ngoumou n'a plus de rail. De même que les anciens tracés de la voie Douala-Yaoundé, Mbanga-Konsamba, aujourd'hui il est difficile de reconstituer le parc immobilier. On dit là-bas que c'est même des entreprises avec des quincaillers qui ont démonté ce patrimoine. Tous les immeubles non récupérés par Camrail dans les gares de l'ancien tracé du chemin de fer, soit une centaine d'immeubles bâtis et non bâtis, ont tous disparu, se sont transformés en domiciles privés, d'autres ont été rasés, les terrains ont été vendus. Dans tous les cas, on parle de 11 titres fonciers vendus. Des actifs immobiliers de l'ex-régie FERCAM, plusieurs lotissements sur les abords de la voie ferrée, à l'exemple du quartier Bassa, zone industrielle, ont été vendus à des particuliers. Au niveau de la gare de Bessengue, un important lot a été remis frauduleusement à une grosse pente du régime encore en fonction, nous dit-on. À qui profite le crime? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Voilà, vous nous posez une grande question ce matin, Charles Hamel, et ça montre dans quoi ce pays s'est foutu. On est clairement tombé plus bas que bas, puisqu'on ne respecte plus le bien public, on ne respecte plus le patrimoine de l'État. La chose de l'État est une chose qui est détournée à des fins personnelles, et ça, on doit le dire et on doit le dénoncer comme vous le faites ce matin, Charles Hamel. Alors bon, Began, quelle lecture vous en faites? Non, je pense qu'il faut d'abord répondre clairement à la question que Charles Hamel a posée. Qui a peur quoi? Qu'est-ce qui s'est trouvé? Il a utilisé un terme, la mafia. Notamment, les ministres des Finances successifs ont bradé le patrimoine de l'État, notamment sur les 4 entreprises citées. Oui. L'Office national de commercialisation des produits de base, Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, Office national de port du Cameroun. Je dis bien les ministres des Finances à partir de 1991 à ce jour. Il faut disculper aucun. Merci, maman. Aucun. Donc les auteurs sont tous les ministres des Finances à partir de 1991 avec Simon Basile-King jusqu'à celui qui est là aujourd'hui. Lui pour Moutazé? Oui. J'ai dit oui. Pourquoi vous voulez... Il n'y a pas de condition. Ce sont les ministres des Finances qui les ont bradés. Pour le cas de l'ONCPB, par exemple, les ministres des Finances successifs, chacun venait désigner un liquidateur judiciaire. Il y en a au moins 1000. Mais quand vous allez observer que les 3 entreprises citées, l'ONCPB, l'ONPC et la régie FERCAM, il y a un liquidateur résiduel dont je ne citerai pas ici, parce que, mais il est là, le cabinet, il est quelque part, c'est à Douala, il connaît, il est là et avec un certain air d'autant. Il est condescendant, paternaliste, très suffisant. Oui. Il vous dit, je vous dis rien. Je n'ai de compte à rendre à personne. Et l'autre ministre des Finances qu'on a laissé partir, pour quelle raison? C'est Mimenier, il faut le dire ainsi. Lui, ses services avaient mis en place un système où on ne vous fait pas lire. C'est comme lorsque l'État daignait à dire, par exemple, on peut vous donner quelques subsides là, lorsque ces ex-employés allaient faire un sitting à Yaoundé. En bas, il y a une note qui accompagne en disant que tous ces ex-employés ont décidé de ne plus rien réclamer. J'ai dit bien, il y a quelques chose en dessous. De ne plus rien réclamer, on ne vous fait pas lire ça. Vous êtes recensé, vous allez recevoir 50 000. On vous donne 50 000. Alors, vous signez 50 000. Vous avez fait les états qui vous sont portés à 2,5 millions. Tout à fait. Et plus comment je vais dire ça, les autres calculs inhérents à cela, parce que il y a des indemnités de licenciement, il y a ici, il y a de ça, beaucoup de choses. On vous dit, laissons d'abord le salaire. Bon, vous réclamez seulement au niveau de salaire 2,5 millions, on vous donne 50 000. Et un papier en bas qui dit, vous avez tout réclamé. Vous avez décidé de ne plus rien réclamer. Oui. Voilà le banditisme
quelle menace. L'autre banditisme, on ne peut pas nier. Regardez la palais de la régie Fercam. J'ai suivi moi-même. Vous allez voir les gendarmes. Ils ont arraché le terrain d'un syndicat départemental de rail ici vers l'ancienne direction des douanes. Voilà. Oui. Vous voyez la brigade de gendarmerie qui est là. Le jour où ces gendarmes sont arrivés, les syndicalistes étaient en réunion. Ils ont pensé à un braquage, puisque c'était le lendemain de gars, je pense monsieur Benjamin Kissot qui avait fait un truc sur le pont de Voury. Oui. Le lendemain, les gendarmes viennent trouver Bertin Kissot. Voilà, Bertin Kissot. Oui. Le lendemain, les gendarmes viennent en armes comme s'ils venaient chasser des brigands. Les gars ont fui et ils ont pris possession d'un siège de manière indue. De la même manière que l'ancienne direction générale de la régie Fercam. Je ne sais pas pourquoi l'État qui est propriétaire d'entreprise ne peut pas, dans ce genre de liquidation, et dire par exemple que non, les employés ici, nous allons loger le GPIC, nous allons faire ci, nous allons loger telle brigade là-bas, et le reste, on l'évalue comme de cette manière, on vient en justice, on fait toutes ces procédures, mais rien. Comment l'État procède par embuscade? Voilà. Une politique d'embuscade. 603 employés de l'ex-régie Fercam étaient reversés avec un statut particulier à Camrail le 1er avril 1999. Le dernier recensement remonte, je pense, en septembre 2017. Il y avait déjà 115 qui étaient décédés. C'est porté aujourd'hui à 130. Voilà. Non, je parle là de décembre, du 26 septembre 2017. À 115 décès. Donc, ils sont maintenant à 130. D'accord. Et on doit rendre hommage ici à M. Choupo David qui fait partie de ces gens-là voilà, et qui se bat au quotidien pour qu'on puisse évidemment résoudre cette question. Et de la même manière, je termine par là. Un jeudi 1er juin 1995, le chef de l'État vient à la nation. Tout le monde est dit, bout du tunnel, wonderful. Le lendemain, 5h30, lorsque les employés de la SOTUC viennent prendre le service, on vous dit, ben, il n'y a plus de travail. Quel tunnel alors? Donc ils entraient vraiment dans le tunnel. C'est pour comprendre tout ça. Voilà. Alors Karine, sur cette question, quelle est votre analyse? Moi, je vais m'attarder sur l'ONCPB, l'Office national de commercialisation des produits de base. C'était à l'époque là, parce que selon les lectures que j'ai faites, il avait un rôle très important dans la régularisation des prix des produits de base au niveau des planteurs. C'est-à-dire que, étant déjà dans les champs, on essayait de faire en sorte que les planteurs, les produits aient les mêmes prix au niveau des champs avant de sortir de ces champs-là. Et aussi organiser et contrôler surtout la commercialisation de ces produits, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du produit. Ça veut dire qu'il y avait des prix harmonisés pour chacun à l'intérieur et les prix harmonisés pour tout le monde à l'extérieur. Et il y avait aussi même l'amélioration de la qualité de production. C'est-à-dire que les engrais, ainsi de suite, qui étaient parfois distribués aux parents. Il y avait l'aide de com. Non, je veux couper, je rajoute, il y avait les chefs de postes agricoles dans tous les villages. Et la SODECAO, notamment, qui encadrait des trucs, étaient présents. Et généralement, il y avait aussi ces dons, ces subventions que les ristournes de 1987, ristournes aux planteurs. Et les primes de régénération cacaoyère aussi, qui étaient très importantes pour les planteurs. Même que l'État prenait l'argent à l'ONCPB pour payer ses fonctionnaires. Voilà une entreprise comme ça. Et s'il vous plaît, il y a encore aujourd'hui les plantations modèles qui jusqu'aujourd'hui on n'a pas vu naître au sud-ouest et au sud aussi, qui jusqu'aujourd'hui on n'a pas vu naître. Ce qui fait que ces structures-là sont mortes. Avant on parlait de Kaplam. Il faut dire qu'on a tué, on a assassiné. Quand on dit qu'ils sont morts, il y a des morts. On dit de quel genre de mort? Là, il faut trouver le genre de mort. Dit qu'on les a assassinés. Et depuis 1991, où cette entreprise a été liquidée, jusqu'à aujourd'hui, aucun planteur, que ce soit dans la filière banane, la filière cacao, la filière café, n'a pu encore profiter des fruits de ces produits jusqu'à aujourd'hui. D'accord, très bien. On va s'arrêter là pour cette première partie de 10-12, le Zénith de ce mardi 30 avril 2019. Dans un court instant, la deuxième partie. À tout de suite.
Plateau, madame, monsieur, deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes sur Equinox Télévision. Nous sommes là tous les matins entre 10h et 12h avec ce programme le Zénith. Et nous entamons, alors qu'il est 11h, cette deuxième partie du programme avec quelques messages envoyés par vos soins sur les différents sujets que nous avons développés ce matin. D'abord, cette liquidation des ex-sociétés d'État qui pose un réel problème pour les Camerounais parce qu'on voit très bien que une poignée de personnes se sont arrogées, appropriées ces biens à des fins personnelles et jouissent de cela sans que l'on ne puisse les inquiéter. Ce qui est tout à fait déplorable. Alors Florazé, on va lire quelques messages avec vous. Oui, avec Tatiana Ndokpassi, au pays, le patrimoine des anciennes entreprises camerounaises appartient maintenant au privé et aux membres des familles de certains dirigeants. Voilà, donc elle nous dit la honte a disparu vraiment. Encore chez nous, apprenons tout simplement à respecter nos biens, notre patrimoine, surtout celui de l'État sérieusement, car cette histoire est devenue monnaie courante, nous dit-elle. D'accord. Alors Chalamel, la question de ce matin nous impose clairement pour le futur régime qui va gouverner au Cameroun de faire un audit de ce qui s'est passé dans la liquidation du patrimoine de ces entreprises d'État. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on aborde la question de la gestion du patrimoine des ex-sociétés d'État, si vous avez le cœur sensible, vous ferez un AVC. Je dis vous ferez un AVC direct sans aucune possibilité de récupération. Ça veut dire vous sortirez de là le légume, c'est la mort. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que c'est à ce moment que vous vous rendez compte qu'il y a une caste de personnes qui se sont partagées le Cameroun. Souffrez que j'emploie cela, qui se sont partagés le Cameroun. Chacun, celui qui a Garoua, il va couper ses parts, celui qui a Tico coupe ses parts, celui qui a Douala gère comme il peut gérer. Vous vous rendez compte qu'un patrimoine comme celui de l'ONCPB, un individu a acheté ça à 26 millions. 26 millions, je dis à bon endroit, 26 millions. Ils sont vivants, ils sont là, ils nous regardent, ils sont vivants. Est-ce qu'on va dire que c'est le job? Ce n'est pas le job, monsieur Eric Fopoussi, c'est le patrimoine de l'État. C'est le patrimoine de l'État du Cameroun. Oui. C'est le patrimoine des Camerounais. Ce n'est pas le patrimoine d'un individu. D'où vient-il qu'un individu fait un tour à Bépan dans l'e-sport? Je vous dis, monsieur Eric Fopoussi, c'est 4 hectares. Aujourd'hui, il ne reste que 1500. Est-ce que vous savez que dans la zone de Bonamou, ça dit qu'il était prévu, c'était toujours l'un des domaines, parce que toutes ces entreprises avaient des terrains. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on devait faire le plus grand hôpital d'Afrique centrale? Je dis le plus grand hôpital d'Afrique centrale. Ça devait être fait au niveau de ce que vous appelez Santa Barbara, là, quartier Santa Barbara, lorsque vous placez au carrefour Santa Barbara, tout le derrière, ça devait être conçu de ce côté. C'est tout un espace. On a tout vendu. Un seul individu. On a tout vendu. C'est désormais abandonné. On a fait des petits complexes, les gens se débrouillent de ce côté. Voyez jusqu'où. Alors, dépendant omnisport, on est passé de 4 hectares, il ne reste que 1500 mètres carrés. Mais voyez comment les gens vivent. Et les gens vont vous dire non, ne vous fâchez pas, vous n'avez pas droit à la colère, restez calme. Tout un ministre va vous dire que non, la célébration de la fête de la journée de 1er mai, sans la bière, non, il faut qu'il y ait la bière. Les Camerounais sont arrivés à 3 choses, le sexe, la bière et l'alcool et la cigarette, et la drogue. Voilà c'est à quoi sont arrivés désormais les Camerounais. Les Camerounais ne pensent plus. Alors que c'est des individus, des groupuscules qui se sont tapis, ils ont dit nous allons gérer le patrimoine. Vous avez ce cabinet dont parlait Bonbon. Ben, voilà. Vous avez 50 000 personnes, monsieur Eric Fopoussi, qui attendent d'être payées. 50 000 personnes. Ça fait un total de 48 entreprises qui ont été liquidées. 50 000 personnes attendent d'être régularisées. Vous avez des gens qui prévoient. Certains sont morts. Sont morts. Il faut déjà dire. Oui. Dès que ces papas sortent pour aller s'asseoir, on envoie des policiers qui n'étaient même pas nés à cette époque. Des policiers qui n'étaient pas nés à cette époque avec le Mami Ouattara. Vous ne partez pas. Vous restez encore là. Ça n'a plus. Ah, les parents. Vous ne bougez pas. Mais monsieur, il faut pousser. Il prend, même si c'est un ordre donné, il prend ce courage. Et ça se passe toujours devant le ministère des Finances à Yaoundé. Et même le premier ministère. Ils vont réclamer ça. On a laissé tous partir. D'autres sont en prison. D'autres sont là. Ils sont libres de leur mouvement. Vous vous baladez dans la ville. Vous venez dans tel côté, on dit le côté, c'est pour l'ancien ministre tel. Vous allez dans tel côté, on dit c'est pour l'homme d'affaires tel. Vous allez dans tel, on dit oh papa tu touches ici là, fais attention.
Tu vas pas t'en sortir à la justice. Tu vas dans telle... Vous voyez comment? Donc, ils ont fait des liquidations entre copains. Des arrangements entre petits copains. Absolument. Entre petits copains. Alors, Florazé, allez-y. Enfin, oui, autre fils d'un planteur, je ne pouvais... Alors, il y a également un autre destinateur qui nous conte son histoire. Il ne pouvait pas quitter l'Ouest étant fils de planteur. Donc, son père recevait gratuitement des engrais du gouvernement par le biais des organes bien structurés comme Kaplabam et autres. Aujourd'hui, il faut vendre un sac de café à 20 000 francs. Voilà, je crois que lui 20 000 francs et acheter un sac d'engrais à 24 000 francs CFA. C'est décourageant. C'est Emmanuel Koka Mabafoussam qui réagit. Ça a été un tort dans ce pays de privatiser l'ONCPB. De liquider l'ONCPB, c'était le plus gros tort qu'on a causé à ce pays. Et je pense que le chef de l'État devrait en tirer toutes les conséquences. Je pense que tout ce qui... Depuis la France. Non, c'est un peu sur la main. Non, mais ça fait très longtemps. Depuis 18 ans de conséquences. Il faut pousser jusqu'à ce niveau. L'agriculture camerounaise ne s'est plus jamais bien portée. L'agriculture au Cameroun, le cacao, le café ne s'est plus jamais bien porté. Charles Lamel, il fallait noyer son prédécesseur. Le chef de l'État actuel a eu la chance qu'il avait son camarade depuis la classe de 6e au séminaire, petit séminaire Saint-Sartisus de DR, jusqu'au grand séminaire. En fait, ne sont pas arrivés au grand séminaire, jusqu'en classe de terminale au lycée Général Leclerc. Son ami, l'enfant s'appelait professeur Georges Ngango. Il lui a donné des conseils, il n'a pas écouté. Il ne les a pas écoutés. Il faut le dire parce que les Américains sortent en 1988 ce qu'ils appellent Agricultural American Act, AAA, qui limitait la subvention. Avec vous, Florazé, rapidement, puisque on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, j'insiste. Parlons également de la Sofibel, la société sujet à la de Bélabo, voilà. En charge de fabrique du contreplaquet liquidé depuis 1989. Voilà. Là encore. C'est grave, très très grave. Non, vous avez bien fait de dire que la prochaine République devra s'atteler à auditer, à punir. Je dis puisqu'ils le savent. Si lorsqu'on fera l'audit, beaucoup de gens seront mis en difficulté. Même s'ils sont morts, on pas sceller leur tombeau, monsieur Rifopoussi, on scelle. De là où Dieu sera, il va dire à l'âme. Je dis on scelle dans l'exagération. Même s'ils sont morts, on va sceller la tombe que tu vas publier sur les 200 ans. Tous en passant ici vont se souvenir de ça, monsieur Rifopoussi. On crée même le cimetière des pilleurs et voleurs de l'ancienne République. On porte tous vos corps à enterrer n'importe où on vient déposer là. En tout cas, chacun en passant va regarder en disant que les voilà. Voilà leur nom. Quoi qu'il arrive, l'audit sera indispensable pour la prochaine République, comme vous dites, pour le prochain régime au Cameroun. Toujours est-il que c'est des grands enjeux et les gens sont tout à fait... Et on comprend pourquoi les gens s'accrochent tant au pouvoir, parce qu'ils savent ce qui peut arriver s'ils ne sont plus là demain. Oui, allez-y. Oui, il faut possible. Les cités ce matin étaient des signes visibles du patriotisme du Cameroun. Et sur le centre du patriotisme circonstanciel de ces derniers jours, nous laissera un jour, en tout cas, honte à ces prédateurs, dit notre cher ami ce matin. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé une intervention tout récemment de quelqu'un, parce qu'il a dit, mais on parle chaque fois d'un Cameroun prospère. On dit que le Cameroun sera prospère. Non, il dit, le terme qu'il faut employer, c'est que le Cameroun redevienne prospère. Parce que le Cameroun a été prospère déjà. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que vous pensez que le Cameroun a toujours été comme il est aujourd'hui. Alors que dans un passé, ce pays a été le fleuron de l'Afrique et des Camerounais voyageaient par Camerco sans problème, par la Camer à l'époque sans problème, avaient des aéroports dignes de ce nom. Aujourd'hui, quand vous allez à l'aéroport de Douala, vous posez des questions sur les infrastructures dans ce pays. On est tombé plus bas que bas et l'ambition, l'objectif désormais, c'est de redevenir un pays prospère. Alors, avec ces terrains, vous avez des ministres, lorsqu'après on le nomme, il n'a pas de domicile. Vous avez des responsables, ils n'ont pas de domicile.
Mais ces espaces pouvaient servir à la construction. Les ministres, les différents ministres des domaines devaient s'atteler à ça, à la construction des domaines des résidences, et tout pour permettre à tous ces ministres de pouvoir être assis. Mais quand c'est des individus, et je peux vous dire, monsieur Rifopoussi, que à la lueur où ce dossier, on n'en parle pas, c'est passé sous câble, on a pris certaines personnes, ça veut dire qu'il y a des personnes vraiment intouchables, dont l'affiliation, mieux les réseaux, ne permettent même pas qu'on essaie d'ouvrir les yeux sur eux. Parce que c'est là, c'est le patrimoine de l'État. Mais on monte des affaires, on monte des hôtels, on monte des structures, ça rentabilise, on prend même de l'argent, l'État est là, l'État recherche l'argent et se retrouve à gonfler les prix au niveau du port, à dire non, vous pouvez faire entrer ça, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et pourtant on sait qu'il y a de l'argent. On compte que c'est qu'il y a de l'argent. Et on sait où ça se trouve cet argent-là. On va chercher ailleurs, alors qu'on sait où ça se trouve. Alors Florazé, on va lire un dernier message dans cette oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. C'est le seul pays où la normale est normale. C'est pourquoi l'on dit que... Voilà. Si on t'explique et tu comprends, et que tu n'as vraiment pas compris, nous dit notre cher ami ce matin. D'accord, on va arrêter là pour les messages. Merci de continuer à nous écrire pour réagir sur des sujets qui sont développés sur ce plateau pour que ce pays avance. En tout cas, c'est l'ambition de tous les Camerounais de voir un pays prospère. Alors, Florazé, voici la revue des réseaux sociaux avec vous. Oui, Eric Fopoussi, 3 informations pour l'heure. La toute première également, c'est ce petit dossier qui a fait la nouvelle expression. Justement, avec cette opération qu'ils ont appelée la tête chercheuse, sur le retrait justement des passeports, avec ce buzz que fait depuis quelques jours l'artiste camerounais très connu Longué Longué. On rappelle à présent, on a besoin d'avoir quelques clarifications, comme aimerait avoir également tous les Camerounais justement sur le retrait de son passeport. On rappelle que sur les réseaux sociaux, il avait fait pas mal de déclarations également. Et bien sûr, rappelons que le retrait des passeports aussi est très récurrent au Cameroun. Hein, et pourtant, on doit obéir aux dispositions des textes en la matière, signés par le président de la République. Jusqu'à présent, on note quand même que on n'a pas les véritables conditions qui peuvent bien expliquer ou pousser justement le retrait même du passeport de ce Camerounais artiste bien connu sur le sol camerounais Longué Longué, qui lui-même également a fait pas mal de déclarations sur sa détention. En tout cas, on s'interroge justement, et il faut pousser sur ses limites quand on pense que Longué Longué n'est pas le seul Camerounais à avoir été, avoir eu son passeport retenu, même dans l'opération Épervier. On a eu pas mal de personnalités qui ont souvent eu leur passeport se voir détenir, mais maintenant on a ce grand buzz lié à Longué Longué. On aimerait en savoir un petit peu plus sur cette information. En tout cas, on est toujours dans les spéculations vis-à-vis de ce gros buzz. Il a dit ce qu'il a dit, mais jusqu'ici, Eric Fopoussi, ça ne conforte pas les Camerounais qui continuent de s'interroger. S'interroger par rapport à quoi? C'est quand même terrible. On veut bien savoir pourquoi son passeport est toujours détenu. Attention, il y a un décret, présidentiel de 2013 qui fixe les conditions d'établissement et tout ce qu'il y a autour du passeport, et ce décret est clair. L'article 7 d'ailleurs de ce décret-là est tout à fait clair sur les raisons qui peuvent pousser l'autorité à retirer votre passeport. D'abord, un petit rappel, il y a 2 autorités qui sont chargées de signer les actes de retrait de passeport. Il y a d'un côté le délégué général national qui peut le faire. On a de l'autre côté la deuxième autorité, c'est le ministre des Relations extérieures. Il faut qu'on le sache et qu'on comprenne très bien. Et que vous pouvez être sous le coup d'une poursuite judiciaire pour un acte pour un délit commis ou pour un crime commis. Cela peut valoir qu'on vous retire votre passeport. Est-ce le cas pour Longué Longué? On se rappelle que Longué Longué avait, souvenez-vous, l'artiste en question, Longué Longué, avait été condamné en France et qu'il avait donc bénéficié d'une réduction de peine, comme il a lui-même dit là-bas, mais il devait revenir au Cameroun pour la suite. Est-ce que c'est dans ce registre-là la coopération entre le Cameroun et la France sur le plan judiciaire qui impose cela, et qu'on ait profité de cette fenêtre juridique pour lui faire subir des choses voilà, à cause de cette vidéo où il avait pris position sur qui a gagné l'élection présidentielle au Cameroun? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Mais bon, Bengan, y a-t-il, comme beaucoup l'estiment, une forme de retrait de passeport en général au Cameroun à tête chercheuse? Oui,
En général, oui. Certaines chercheuses, parce que ce n'est pas normal qu'un citoyen qui a des hautes responsabilités, qui assume des hautes responsabilités dans le pays, soit arrêté au niveau de l'aéroport alors qu'il ne savait pas il était sous le coup d'une interdiction de sortie de son territoire. Voilà. Ça arrive souvent et c'est malheureux. Malheureux. Et vous l'avez dit justement, parce qu'on ne veut pas respecter les dispositions de ce décret que vous avez cité plus haut. Oui. C'est-à-dire, Mbombog est interdit de sortir du Cameroun. Je dois être notifié par rapport à ça. Il doit avoir un acte précis qui veut dire qui l'atteste. Par rapport à cela, on sait que vous voyagez beaucoup hors du pays. Vous êtes mis en examen par rapport au détournement de fonds que vous avez dans le cadre de ceci. D'accord, je m'organise, je sais que je suis là à disposition de ma justice. Maintenant, si je voudrais passer par les mailles du filet à ce moment-là, on peut m'arrêter. Mais généralement, on n'informe pas. Deuxième chose, vous l'avez dit également, non, Longuet était en prison en France. Des personnalités comme Samuel Eto'o et la présidente de la République, il semble même que ce soit le président de la République lui-même qui se soit impliqué parce que les accords judiciaires, vous l'avez dit, entre deux pays, c'est entre États. Donc, si ça a été fait ainsi, ça veut dire que le chef de l'État s'était impliqué dans le dossier pour que Longuet vienne purger sa peine au Cameroun. Maintenant, il faut bien qu'en France, on lui remette son passeport pour qu'il voyage. Il a voyagé, il est revenu ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu bénéficier? On n'a rien dit. Nous, on ne sait pas. Est-ce que c'est une tolérance administrative qui fait que, bon, comme c'est notre artiste qui est connu, c'est notre fils, on ne va pas l'humilier, on ne va pas l'amener à Neubel à connaître. Citoyen normal. Et on lui rappelle que maintenant, là, effectivement, vous avez raison. À ce moment-là, on lui dit, c'est un prisonnier politique. Et c'est pour cette raison que même, je l'ai dit tout à l'heure, la méthode de son arrestation est à questionner et même à condamner. Et même à condamner. Est-ce qu'on lui reproche d'être de connivence avec une association terroriste? Qu'on le dise. D'accord. Qu'on le dise. Mais est-ce que peut-être encore il est en examen, on est en train de fouiller un moment. Peut-être on est en train de fouiller. Mais à ce moment qu'on le dit. Mais quand il dit. Puisqu'il est en liberté. Il est en liberté. Mais sauf il a dit qu'il a pissé le sang. Bon, d'accord, il n'y a pas eu de médecin qui l'a fait. Ben, des actes pareils sont à condamner. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un aux arrêts, même s'il voulait faire un coup d'État. Vous passez par ce genre de torture, c'est condamnable. Sauf que là, on sait que la torture, parfois, c'est pour vous arracher les informations. Et ces aveux-là ne sont donc pas, dans un pays normal, les aveux arrachés sur la base de la torture ne sont pas tenus en compte. Voilà. Sauf si on voulait lui faire entendre une leçon aussi. Voilà. À ce moment, on vous bastonne. On vous fait ça, on vous dit, bon, rentrez chez vous, parlez encore, on va voir. Voilà. Vous avez vu vous-même, non? Vous avez vu vous-même, non? Rentrez, prenez vos pièces, votre carte d'identité, votre passeport. Mais vous nous rappelez clairement ce qui s'est passé ce 26 janvier lors des manifestations. C'était à Makepe. Pour ceux qui ont vu ça, il y a des Camerounais qui ont compris ce jour-là, c'est que la répression, parce que beaucoup entendaient pas les répressions sans savoir ce que c'est, parce que des gens entraient dans les maisons, on sortait, il y a malheureusement je raconte une histoire, des manifestants qui sont cachés dans un domicile. Alors, les éléments qui allaient les chercher sont au domicile, ils ont toqué la porte, et le père de la maison a refusé d'ouvrir. Ils ont toqué plusieurs fois, et quand le monsieur ne s'est pas exécuté, on a cassé la porte, on est entré, on a fouillé la maison, et on a repéré ces manifestants, on a mis sur la cour. Mais monsieur Bachou, il fallait voir ce que ces gars-là ont subi. Il fallait voir ce que ces gars-là ont subi. On a vécu ça pendant les villes mortes. Oui. On a vécu ça pendant les villes mortes. Oui. Maintenant même c'est doux, monsieur, il faut pousser les stratégies. Non, ce qui s'est passé. Mais non, monsieur, il faut pousser. Monsieur Bachou, je peux vous dire que ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas, parce que, évidemment, ceux qui avaient un téléphone, si vous avez un téléphone pour filmer, ce qui s'est passé, ces gars se sont fait d'abord arroser, je peux, parce qu'après on me dit que la preuve, je n'ai pas la preuve. Parce qu'il faut aussi être prudent avec la justice. Voilà, Florazé. On va poursuivre, je vous en prie. Oui, Eric Fopoussi, à présent, on va donc
passer à autre chose avec cette récente décision voilà, du ministre des Finances fixant des nouvelles valeurs imposables minimales, je le rappelle, applicables justement sur de l'importation de certaines marchandises. Est-ce que c'est plutôt une issue favorable pour le Camerounais lambda, ou alors c'est encore une autre méthode pour assister aussi certains importateurs? Alors j'ai ciblé avec cette décision quelques petites natures des marchandises, notamment quand on parle du poisson congelé. On est à la valeur minimale justement qui nous propose 500 francs voilà, le kilogramme. Et puis quand on lit cette décision, on revient notamment sur les conserves de sardines à huile végétale. La valeur minimale est à 25 millions par conteneur de 20 pieds. Autre élément, la bière, on revient justement avec la nature, le taux fixé à 6 000 francs CFA par carton. Quand je cible également, je reviens notamment sur les allumettes. La valeur minimale est de 21 600 francs CFA par carton de 144 boîtes. Et autre chose, quand on est dans les produits textiles également, on peut lire. Alors maintenant, on est entre 52 211 à 52 215. Alors, la valeur minimale revient à 3 200 francs par kilogramme. Voilà donc puisque cette décision fait le tour des réseaux sociaux, en tout cas c'est circulé également. Donc vous avez donc la possibilité de relire comme nous. Alors cette taxe minimale applicable désormais à compter déjà depuis quelques jours, depuis le 24 avril que cette décision a donc été rendue publique sur certaines marchandises. Alors est-ce que les prix vont donc augmenter visiblement sur le marché? Est-ce que justement il y aura une sorte de sécurisation aussi sur la production locale? C'est autant de questions qu'on se pose sur la toile, Eric Fopoussi, après cette décision du ministère des Finances. Alors, bon, bref, il y a quand même deux doctrines qui s'opposent dans cette affaire. Il y a des économistes qui estiment que les prix ne vont pas changer. Il y en a qui estiment que ça ne va pas changer et que ça ne sera pas un problème dans les semaines à venir. Ce qui, moi personnellement, m'affecte parce que j'estime que on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait aucun effet. Il y a par contre ceux qui sont plus virulents, qui estiment qu'on va assister là à une montée des prix, à une flambée des prix, et surtout que, vous savez, l'article 9 de cette loi des finances 2018 pour l'exercice 2019 justement montre bien qu'il y a eu des augmentations au niveau soit 5%, 10%, 20% et 30% sur certains produits d'importation. À l'époque, nous avions été les premiers d'ailleurs à dénoncer cela parce que on estimait que les caisses de l'État étaient vides et qu'il fallait pour l'État chercher l'argent et qu'on ne pouvait pas ainsi matraquer les poches des Camerounais. À cette époque-là, évidemment, le débat a été posé sur la protection de la production locale et que en augmentant justement ces droits de douane sur ces produits d'importation, ça permettrait de décourager ceux qui vont parfois acheter ces produits d'importation pour au final faire profiter cela à la production locale. On avait dit à l'époque que pour que cela puisse profiter à la production locale, il va falloir qu'on mette en place des mesures pour favoriser la production locale au Cameroun. Et là encore, on peut bien voir que sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et le calcul va se faire. Prenons par exemple les 500 francs CFA sur le poisson congelé actuellement, qui est la valeur minimale. Beaucoup estiment que le calcul qui est fait actuellement est d'abord la base des 30-20% qui avait été évoqué par cette loi des finances, mais également qu'on y intègre la TVA et d'autres taxes pour que ça fasse ces 500 francs-là. Mais d'autres estiment que c'est directement les 500 francs CFA qui seront prélevés lorsque vous serez donc à la douane. Donc c'est un gros débat, ça se fait, mais toujours est-il que, quoi qu'il arrive, la base est claire. Bon, au Bengan, il y a que le gouvernement va aller chercher l'argent dans les poches des Camerounais. Oui, je pense. Oui. Mais il y a deux orientations. Je les comprends de la manière suivante. Oui. Depuis décembre 2017, le chef de l'État, même dans son discours d'investiture dernièrement, il ne cesse de dénoncer ce qu'il appelle le protectionnisme. Il a dit que certains États, c'est là dans le protectionnisme, qui vont même à l'isolationnisme, un certain nombre de choses. Et vous avez l'impression qu'il veut condamner
certaines mesures de l'économie libérale. Oui. Là, pris sous cet angle, j'ai dit c'est une bonne chose parce que la douane a pour rôle essentiel de sécuriser l'espace économique de son pays. À ce moment-là, les produits importés doivent coûter cher par rapport à la production locale. Maintenant, la deuxième orientation, c'est ça qui me fait peur. Nous ne produisons rien. Nous ne produisons pratiquement rien. Nous risquons donc d'être, je vais dire, le peu de choses que nous produisons ici risque d'être coûté cher. De coûter cher en ce sens que... Alors, je rappelle que pour le pain, vous savez que c'est le triplement du prix du pain qui a causé la chute de Omar El-Béchir au Soudan. Alors, pour le pain, il y a ce matin, professeur Alaka Alaka qui estimait au Cameroun, actuellement, 80% de la farine utilisée pour le pain est la farine de manioc et que nous sommes dépendants seulement de 20% de la farine importée de blé. Bon, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Voilà, non, mais sinon, ces pains ne seraient pas aussi légers. Le contraire. La Chambre de commerce ne nous a pas encore dit où est-ce qu'on en est avec le manioc de deuxième génération qu'on voulait faire des trucs partout. Oui. Même les quelques producteurs, du moins les quelques opérateurs économiques qui se sont lancés dans la transformation de manioc, ils le font encore à la criée. Même dans les petites foires, dans les institutions. Non, mais ça. J'ai dit, l'autre volet, c'est que nous ne produisons rien. Donc, ce sera plus cher. Plus cher, et parce que on nous dit même tous les jours, puisque nous avons commencé à importer de l'huile de palme, même du Gabon. Avant, c'était l'Indonésie et la Malaisie. Que nous avons formé. Que nous avons formé en 74 et en 75. Maintenant, c'est le Gabon. Ça veut dire que la production locale de l'huile de palme, même l'huile rouge, n'est pas suffisante. Avec d'abord, les savonneries vont consommer l'essentiel. Maintenant, la cuisine, il n'y en aura plus. Ça veut dire que lui, ça viendra. Lorsque cette huile venue du Gabon, de l'Indonésie ou de la Malaisie sera augmentée, ça veut dire qu'on va se retrouver avec un litre d'huile de palme à 1500 francs, par exemple. Bon, j'ai dit n'importe quoi, mais ça va augmenter. Ce sera grave, ça. Voilà. Et il en aime même du pain. Avec les commerçants véreux que nous avons quelquefois, est-ce que quand vous allez acheter le pain, même à la boulangerie, vous prenez le temps de peser le pain, de savoir que c'est 150 grammes, 10 grammes, voilà. Vous n'avez pas ce temps. Vous vous rendez seulement compte que votre enfant de 8 ans, il ne finissait pas un pain la semaine passée, maintenant il peut finir 3 pains. Donc vous vous rendez compte? Oui, absolument, parce que l'État joue aussi du banditisme. C'est-à-dire va tout faire peut-être pour maintenir le prix du pain à 125, 150 francs. Mais laissez que les brigades de contrôle du ministère des Finances et du ministère du Commerce ne vont pas exiger que les boulangers fassent le pain aux normes. De qualité. Donc en fait, vous vendez, mais au lieu que le pain de 200 rassasie toute la famille de 3 personnes, vous allez acheter le pain à 600 francs. Et quand ça va donc impliquer la maman qui fait les bâtons de manioc là-bas, je ne sais pas moi, en Doxibi, qui vend ses bâtons de manioc là, avec le titre, bon, vous verrez que le bâton de manioc de 50 francs va continuer à coûter 50 francs, mais il va connaître lui aussi une cure d'amaigrissement terrible. Chronique. Donc voilà, donc mon demi-maquereau qui va augmenter sûrement, que j'ai acheté à 250 plus mes bâtons de manioc de 100 francs le soir pour me dire aussi. Même le demi-maquereau sera à 400-500 francs. Et le bâton de manioc ne pourra plus suffire. Donc vous ne pouvez plus équilibrer votre repas. Je parle là trivialement. Ce sera un effet d'entraînement partout. Donc la vie sera chère. Ok, très bien. On va dire que le texte en question aujourd'hui est au cœur d'une grosse polémique sur son authenticité aussi, pour être complet sur l'information. Alors, Chalamel, votre commentaire. Monsieur Arifopoussi, je ne suis pas très d'accord avec Mbobok. Pourquoi? Mbobok ne va pas nous dire là maintenant que c'est comme par illumination qu'on s'est rendu compte qu'on importait tout, qu'on va développer l'agriculture locale. Mais bon, pour les terres sont où? Non, j'ai dit c'est que quand on a fini de donner les terres aux Chinois, aux Thaïlandais, à tous ces gens qu'on dit que oui, bon, maintenant, trouvons une tactique. Non, mais on est mort, monsieur Arifopoussi, on est mort. Donc c'est du protectionnisme dans rien. On est mort, monsieur Arifopoussi, on est mort. Quel Cameroun a la terre?
on protège donc quoi, finalement? Quel Camerounais non, franchement, parlons vrai. Les plus belles terres sont au centre, au sud et à l'est. Un peu au sud-ouest, un peu au sud-ouest et un peu au nord-ouest. Vous donnez-moi un autre endroit où il y a les terres. À l'ouest, il n'y a pas. Les terres à l'ouest. On n'en a pas. Il n'y a rien à l'ouest comme terre. C'est dans toutes ces zones. Pourquoi ceux qui cultivent, les grands agriculteurs, sont en partie au sud, non? Oui. Alors, au sud, est-ce que même les gens bénéficient dans le sud même d'abord? Regardez le sud, la consommation dans le sud. Monsieur, il faut pousser, on s'amuse, on parle. On est arrivé à un stade où ce pays, on l'administre. Pourquoi? Parce que monsieur Eric Fopoussi, on avait des entreprises qui cultivaient le pain, l'arbre qu'on appelait le pain, qui se servaient de cet arbre pour fabriquer des allumettes. On avait des allumettes, on ravitaillait la sous-région. À la sous-région, on était les piliers, monsieur Eric Fopoussi, on s'en vantait sur plusieurs points. Aujourd'hui, on va acheter la boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes, monsieur Eric Fopoussi. Vous dépensez 25 francs. Regardez la qualité de toute la boîte avant d'utiliser. Allumer le boxeur. Regardez la qualité du soufre sur cette. Vous claquez en deux et vous finissez. La dernière bûchette qui donne. D'accord, très bien. Alors, monsieur, C'est vrai. Pour allumer le La dernière bûchette qui donne. Les 25 francs, la en 2 jours, vous finissez. Malheur à vous, l'humilité passe par là. Premièrement, monsieur Eric Fopoussi, ça ne respecte même plus les carnavals. C'était un jeu pour le sortir de la boîte du cube, des allumettes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, vous avez goûté le couscous de patates? Quand vous allez au niveau de Moundemba, ces mamans font le couscous de patates. C'est un bon produit, les croissants avec la farine. Mais c'est pas nouveau, monsieur Eric Fopoussi. Qu'on ne parle pas de ça comme si c'est nouveau au Cameroun. Les Camerounais vivent ça. Quand vous allez dans le MAM, on vous mélange un peu de foufou, un peu de maïs, on compose, on vous fait un foufou, ça donne quelque chose. C'est pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que des ingénieurs, des statisticiens, vous pouvez avoir le Cameroun les meilleurs. Mais sur le plan de la pratique. Ça, c'est vrai. Ok. Alors, finissons rapidement, Florazé, avec cette revue des réseaux sociaux. Je vous en prie rapidement. Oui, parce en quelques minutes. À Bafoussam, vous savez, depuis l'incendie, justement, qui s'est produit la rentrée, on est le 25-26 avril dernier. Il y a eu quelques petites traques aussi qui ont. Enfin, en tout cas, je rappelle que à Bafoussam, les populations sont dans l'inquiétude et la crainte totale d'une certaine présence. Sécessionnistes séparatistes aussi dans cette localité. Et on fait dire qu'on a eu même des traques dans la ville faisant mention de cela. Donc vous pouvez imaginer dans quelle atmosphère justement se retrouvent les populations. Même ça va plus loin, même sur les réseaux sociaux, beaucoup de nos frères à Bafoussam commencent déjà à tirer l'alerte. Est-ce que c'est l'alerte rouge de ce côté? Donc on craint quand même. Quand même le PDA de ce côté, et puis les populations sont déjà apeurées. Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on peut dire qu'il faut justement attendre le PDA dans cette localité, dans cette partie du pays? C'est encore la question que les Camerounais à Bafoussam, qui envoient des réactions sur les réseaux sociaux, pareil, mais c'est un peu partout, nous font savoir, en tout cas Eric Fopoussi. Quand même, c'est une réaction, une information à prendre au sérieux pour cette période. Alors, il faut dire que c'est en Kena. Kena, c'est à Bafoussam 3e, Bamongoum, si vous voulez, Chalamel, et que madame le sous-préfet a pris à bras le corps cette question. D'ailleurs, c'est pourquoi on est clairement et nous signale d'ailleurs que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, madame. C'était pour les régions du Nord-Ouest. Même là, il y a des gens qui font des. Non, mais je préfère vous dire ce que dit l'autorité administrative sur place là-bas, à Bafoussam 3, que la situation est sous contrôle et que tout est en train d'être mis en place pour que les personnes ne soient pas inquiétées dans cette partie du pays. Alors, Chalabel est le premier à prendre la parole, je préfère vous la donner tout de suite. Monsieur Ne réagissent. Allez-y, oui. À l'époque du maquis, il y avait ce qu'on appelait les laissés-passer. Vous ne pouvez sortir de Konsamba pour aller à Douala sans avoir justifié les raisons pour lesquelles vous allez à Douala et qu'on ait pris la peine de se rassurer qu'effectivement là où vous allez, vous avez un domicile. Regardez ce qui se passe depuis le déclenchement de cette crise anglophone. Vous avez des populations qui, dans le vrac, qui de manière désordonnée, sont allées par voie terrestre, à pied, sont allées par avec des véhicules pour se rendre dans les différentes régions. Vous ne pouvez plus vivre à Bonabéni.
Bonabéry est devenu une autre zone. Je vous prends, c'est-à-dire, c'est le métissage, le brassage qui se crée, c'est un brassage brusque, spontané, sauvage. Les mentalités de ce côté sont en train d'arriver sans que vous ne vous rendez compte ici. Vous avez des petits voleurs, des gars qui posaient de l'argent, qui sont descendus. Vous avez même les membres de ces différentes familles qui sont descendus. Vous avez certains gars de là-bas qui ont fui pour revenir s'installer ici et qui rendent compte. Et beaucoup jouent cette nouvelle. C'est un brassage. Est-ce qu'on a pris le temps de filtrer pour savoir qui descend? Non, mais je rappelle qu'à l'époque, nous avons été sur ce plateau à dénoncer une décision prise par le délégué départemental, régional du Nord-Ouest des Transports, qui avait, souvenez-vous, pris un acte en disant que désormais, pour voyager, Bamenda pour le reste du pays, il fallait donc justifier de où on allait. Et souvenez-vous, Chalabé, vous êtes le premier sur le plateau à dire que non, mais comment on va aller prendre un billet à l'agence et expliquer pourquoi on quitte la ville de Bamenda. C'était pour contenir, les déplacements. Sauf que M. Eric Fopoussi, ce n'est pas des gens qui quittent le Nord-Ouest pour venir attaquer, comme ce qu'on a dit à Bafoussam, et qui repartent. C'est des gens qui sont sur place. L'affaire des tracts, M. Eric Fopoussi, ce n'est pas une histoire inventée. Les tracts sont distribués dans cette zone. Ce n'est pas inventé, c'est distribué. À quel moment distribue-t-il les tracts? 1 heure, 2 heures? Quelles sont les méthodes? Est-ce qu'on a retrouvé les foyers? Où est-ce qu'ils sont concentrés? Mais je pense, M. Eric Fopoussi, que ça devrait être fait dans c'est justement cela qui fait dire à l'autorité administrative que ils ont des informations que nous n'avons pas ici. C'est sûr qu'ils savent effectivement où sont ces personnes qui prennent justement le manteau de déplacés internes on l'a vu à Ediki, on l'a vu à Ediki, on l'a vu en Compina, on l'a vu en Kapa, où les populations désormais vivent avec la peur. C'est combien qu'on demande? C'est 30 000 francs qu'on demande, je pense. C'est 30 000 francs, non? 20 000 à 30 000 francs. 20 000 à 30 000 francs qu'on demande de cotiser pour l'effort de guerre pour ces solistes. Bon, enfin, bref. Bon, regarde sur cela, ça montre... bon, c'est quand même difficile dans un pays, difficile de parler de porosité des frontières, hein, parce qu'il faut dire que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest restent des parties à part entière du Cameroun et qu'on n'a pas besoin d'un passeport pour quitter du Nord-Ouest au Sud-Ouest, ça reste le Cameroun. Mais on parle de porosité quand même. On ne peut pas parler de porosité ici, voilà. De mon point de vue. Non, mais comment des gens qui sont localisés au nord-ouest peuvent se retrouver facilement à Bafoussam? Le tourisme n'est pas interdit dans ce pays. À ce moment où alors on limite les agences de voyage, que ces agences-là ne circulent plus. Oui. À ce moment-là, on ne comprenait pas. Même dans le nord-ouest ou le sud-ouest, on enlève les gens à Bamenda et tout. Est-ce qu'on a réussi à identifier qui est terroriste, qui ne l'est pas, qui est un ravisseur, qui ne l'est pas? On ne peut pas. C'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Non, mais le terrain là-bas est moins propice à cela. Voilà. Mais à Bafoussam, au moins, à Bafoussam, je pense que si vous êtes un peu suspect, on va savoir. Mais justement, ces gens, quand ils viennent, c'est des gens formés. Quand ils viennent, je veux dire, ils peuvent même rentrer dans la peau de l'agneau. Il va passer, toi qui auras besoin de dire, j'ai ma famille qui habite le Baba, qui était, puisque les rues ne sont même pas du truc. Toi, on va te retenir là, alors que l'autre, il va même te montrer peut-être l'argent pour dire non. C'est pour mon hôtel, voilà mon passeport, c'est pour aller là. Oui, alors que lui, c'est lui qui va s'arrêter. Il connaît même tous ils ont même fabriqué une imprimerie clandestine. Lui va te dire que non, moi je suis un opérateur économique, je vais là parce que marchandise au Gabon, il fabrique même les bons de commande, vous le laissez. Mais c'est lui qui est sérieux, il dit qu'il habite le Baba. On n'a pas la possibilité de voir avec le sous-préfet de Douala 3e ou le commissaire central numéro 2 qui a le Baba de voir et tout de suite. Bon, lui sera retenu. Bon, dis donc, le Baba, tu habites à Drone, tu as même dit que tu habites où là? Bon, on va te retenir là, alors que c'est toi qui dis la vérité. Voilà, c'est clair. Mais bon, Eric, je pense que c'était quand même prévisible. Hein. Que les sécessionnistes parviennent à arriver à Bafoussam, c'était prévisible. Ce sont des villes frontalières avec le sud-ouest, le nord-ouest et tout. Donc, ce qui fait que il y a quand même une norme de... Bon, pas si frontalière que mais la ville de l'ouest est frontalière au nord-ouest. La région de l'ouest, la région, autant pour moi, est frontalière à la région du nord-ouest.
Est-ce que tu sais qu'en passant même par les villages, en profilant dans le village, on arrive de ce côté? Ce n'est pas parce qu'on passe par Mbanga et tout. Le gars vient à droite, c'est qu'à Bafou, ça me va se noyer dans la population. D'accord. Mais parce que bon, regarde, c'est quand même terrible que les gens réussissent à distribuer, dispatcher les tracts dans une ville. Dans une ville et que personne ne se rend compte. Non, mais il y a des benskis, non? Il y a des trucs. Oui, mais sauf qu'on voit. Même si c'est à minuit. Lorsque l'autorité administrative tire la sonnette d'alarme, il appartient au procureur. D'accord. Très bien. On va terminer rapidement à la lisière de ce programme avec interpellation, madame, monsieur, regarde l'élément. Et ensuite, on fait le commentaire sur ce plateau. À tout de suite. Développement. Un pays ne peut pas se développer quand il y a le désordre. Bon, nous invitons le président élu à pouvoir davantage s'engager dans cette voie. Parce qu'il n'y a que l'unité qui puisse faire le développement. Voilà, on va faire un commentaire sur cela n'engage pas notre prise de position. Vous savez, nous sommes un plateau objectif et un plateau voilà, qui fait dans l'objectivité. Alors, bon, Bengan. Oui, on ne peut rien construire dans le désordre. Oui. Tout à fait. C'est pour cette raison, puisqu'on parlait même de la crise dans le nord-est et le sud-ouest, on dépelait le chef de l'État. Désormais dans l'ouest aussi, hein, puisque voilà. En fait, voilà. Justement, on parle parce qu'on en parle parce que c'est un problème Cameroun. Oui. Et à l'intérieur de ce problème Cameroun, il y a la question anglophone. C'est pour cette raison que nous disions au chef de l'État depuis octobre 2016 qu'il fallait qu'on parle. Il faut pas qu'il y ait de désordre. Dans le désordre, justement, ce sont les malfaiteurs qui vont profiter. Lorsqu'on parle même de l'industrie de la guerre, ce ne sont pas des citoyens sérieux qui en profitent. Parce qu'ils sont terrés dans la peur, mais c'est des bandits qui vont prospérer. On ne peut rien construire dans cet environnement. On a longuement évoqué des sujets sur ce plateau, madame, monsieur, ce matin. Merci d'avoir été là. On va s'arrêter là pour ce matin. Retour à l'antenne demain 10h. Oui, nous serons là malgré la fête du travail. Nous la ferons cette émission-là avec vous demain pour la fête du travail. Et surtout, restez sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.